Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo. Toute l'actualité politique résumée en 45 minutes. Et dans l'actualité, cette semaine, cela commence par une bonne nouvelle, la libération des otages retenus en Afghanistan. Les deux journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Tapponi ont rejoint le sol français jeudi matin. Ils étaient détenus depuis 547 jours. Martine Aubry officiellement candidate aux primaires du Parti Socialiste. Une annonce qui tombe le jour de l'ouverture des candidatures. Elle n'a pas perdu de temps. Et déjà, les critiques pleuvent du côté de l'UMP. On y reviendra. Christine Lagarde, nommée à la tête du FMI, l'heure était donc au remaniement du gouvernement. François Baroin a remporté le duel qui l'opposait à Bruno Le Maire pour prendre les rênes de Bercy. Deux centristes font leur arrivée et une surprise de poids, David Douillet s'occupera de lui des Français de l'étranger. Et avec nous pour commenter cette actualité, Benoît Hamon, bonjour. Avant toute chose, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, vous allez commenter avec nous ce rebondissement dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Petit rappel des faits, le juge l'a exceptionnellement convoqué ce vendredi pour de nouveaux éléments sur la plaignante, en cause son passé. Madame Diallo aurait eu de possibles liens avec des activités criminelles, notamment un trafiquant de drogue. Elle aurait téléphoné à cet homme après l'agression. Voilà pour les faits. Est-ce que cela change la donne ? J'espère que ça changera la donne pour Dominique Strauss-Kahn. J'espère que les éléments réunis par le procureur suffiront à confirmer son innocence qu'il ne cesse de clamer depuis le début. C'est ce que nous souhaitons depuis le début de cette affaire. Et dans un temps qui est celui de la justice américaine, qui n'est pas forcément celui des médias français, qui n'est pas forcément non plus celui de la politique française, mais qui nous livre là en tout cas un rebondissement potentiel qui pourrait innocenter Dominique Strauss-Kahn, ce qui serait une très bonne nouvelle pour lui, puis une très bonne nouvelle pour tous ceux qui en sont proches. Et pour le Parti Socialiste aussi ? Ah bah forcément. Forcément, c'est l'un des nôtres. Donc. Cette affaire avait sonné comme un coup de tonnerre, très honnêtement, et avait laissé tout le monde un peu sidéré. Et puis c'était tellement saisissant et stupéfiant de voir ces images de quelqu'un de menotté alors qu'on venait de le quitter quasiment, puisqu'il revenait d'un déplacement à Paris. C'était saisissant et en même temps les faits étaient graves, les faits reprochés. On ne pouvait pas s'empêcher de penser aussi à la plaignante si les faits étaient avérés. Donc mettait tout le monde dans une situation qui était une situation difficile, mais surtout lui. Donc surtout lui, et voilà, peut-être. Donc pour l'instant, les accusations restent sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est pour ça que je reste chambre, prudent et que dans ce domaine-là, je veux dire, il y a encore quelques semaines, on nous reprochait de ne pas avoir anticipé dans les rangs du Parti Socialiste sur le fait qu'un potentiel criminel sexuel allait être président de la République. Ce sont quand même des journalistes qui nous ont dit ça. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous demandent de dire tout de suite si oui ou non il peut être candidat au présidentiel. Je veux juste dire, que cet emballement initial, on ne le reprenne pas là et que les procureurs d'hier se transforment pas du jour au lendemain en noix blanche et pour oublier ce qu'ils ont dit et qu'on revienne juste à la prudence, la raison et la prudence, c'est d'attendre que la justice parle, que Dominique Strauss-Kahn parle. Et moi j'avais dit très précisément, les faits nous dicteront notre conduite et dicteront la conduite de Dominique Strauss-Kahn. Voilà, je l'ai dit tout le temps, on va dire, ce qui était le moment un peu fort de l'affaire au départ. Je redis ça. Maintenant, les faits nous dicteront notre conduite et évidemment celle de Dominique Strauss-Kahn aussi. Est-ce que le Parti Socialiste et vous-même, vous vivez au rythme des rebondissements de Dominique Strauss-Kahn et de ces affaires qui entourent Dominique Strauss-Kahn ? Vous êtes un peu brinque-ballé finalement. Mais la vie, ça a eu des conséquences sur la vie politique française. Je veux juste vous rappeler que si Madame Lagarde est aujourd'hui directrice générale du FMI, en lieu et place de Dominique Strauss-Kahn, c'est parce que Dominique Strauss-Kahn a dû quitter ses fonctions. Je me souviens aussi d'une déclaration, je crois, du Premier ministre disant que la morale avait changé de camp. Si mes souvenirs sont bons. Vous lui répondez quoi, Premier ministre ? Mais je dis la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que nous attendons, nous, que les faits soient avérés ou pas et qu'ils disent leur vérité. Et donc à partir de là, bien raisonnablement, j'insiste sur le raisonnablement, avec raison, nous agirons.
On se souvient aussi qu'au point presse du Parti Socialiste, dont vous êtes évidemment le porte-parole que vous animez, on avait dit c'était une affaire personnelle qui concernait Dominique Strauss-Kahn et qui ne concernait pas le Parti Socialiste. Aujourd'hui, avec les nouveaux rebondissements qu'on connaît, elle concerne surtout et aussi le Parti Socialiste. Je rajoutais, comme quoi je disais c'est une affaire privée, effectivement. Ce n'est pas une affaire qui concernait le Parti Socialiste, mais que ça concernait l'un des siens. Et qu'à partir du moment où l'un des nôtres était en cause, on ne pouvait pas, je me souviens, il aurait été particulièrement malhonnête d'être dans le déni et de dire, bah non, écoutez, on n'est pas impacté. Bien sûr qu'on a été collectivement impacté par cette nouvelle-là. En même temps, j'observe que les Français ont de suite fait la différence. On nous avait dit, bah écoutez, avec cette affaire, le Parti Socialiste va plonger dans les sondages, dans les intentions de vote, et François Hollande et Martine Aubry vont plonger. En réalité, ils ont trouvé des soutiens qui étaient des soutiens qui montrent que les Français font la différence entre ce qui relevait d'une affaire privée et de leurs problèmes politiques de tous les jours. Alors Benoît, on va voir dans quelques minutes, quelles conséquences ce rebondissement peut avoir sur les primaires du Parti Socialiste. Mais d'abord, petit retour en arrière. Mardi, Martine Aubry fait son entrée en scène. Martine Aubry, candidate à l'élection présidentielle, une annonce faite dans la ville de Lille, dont elle est la maire, loin de Paris et du siège du Parti Socialiste, dont les ténors n'ont pas été invités pour l'occasion. Martine Aubry qui a pris l'engagement du rassemblement et de la victoire pour 2012. Écoutez. J'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle. Avec votre soutien, avec votre confiance, je prends aujourd'hui devant vous l'engagement de la victoire en 2012. Benoît Hamon, Michel Saban, qui est l'une des responsables du Parti Socialiste, a dit qu'il fallait éventuellement annuler les primaires, ou en tout cas les retarder. Vous êtes d'accord avec elle? Vous seriez prêt à les retarder? Michel, elle est très proche de Dominique Strauss-Kahn. Je lui dis, il faut pas aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que nous sommes tous des dirigeants responsables. Je crois que le Parti Socialiste a montré un très grand niveau de responsabilité dans toute cette affaire. Il le montrera dans les semaines et les mois qui viennent. Commençons pas à faire... C'est trop tôt, mais éventuellement, on peut y penser? Annuler ou retarder ces primaires? Ça n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà. Je ne sais même pas si les charges seront abandonnées. On ne peut pas avoir une info à 7h du matin et à 10h qu'on nous demande si tout le calendrier politique est remis en cause. On a juste besoin de regarder si oui ou non ce qui relève du commentaire pour l'instant va être confirmé par la justice américaine. Et si c'est confirmé, on se parle, on discute, on regarde, on attend l'avis des principaux concernés. Voilà, mais... on fait de la politique fiction si les charges à tombaient, cette heure-ci, oui. Si Dominique Strauss-Kahn était partant, est-ce qu'on peut imaginer un retour de DSK dans les primaires? Mais s'il est innocenté, il fera ensuite les choix qu'il voudra, mais laissons-lui s'exprimer. Je ne peux pas me mettre à sa place. Il est dans une situation qui est une situation où il est passé du zénith des sondages, du zénith de la... on va dire des responsabilités au niveau international à la prison de Rikers Island et aux menottes autour des poignets et à une résidence surveillée tout aussi agréable soit-elle, mais une privation de liberté et un procès pour des accusations extrêmement graves puisqu'il s'agirait d'une agression sexuelle et d'un viol. Donc lui... une trajectoire comme celle-là, ça peut vous endurcir, mais ça peut aussi... moi, je ne sais pas ce qu'il pense, donc je peux vous dire à quoi ça servirait. Chacun a son intime conviction. Mais non, mais voilà, à l'heure où on parle. On peut tous échanger nos... Voilà, c'est bien qu'à la télé, maintenant, c'est la mode des talks, etc., des discussions de café, mais bon, honnêtement, moi, l'intime conviction de Benoît Hamon, la vôtre, elle a sans doute un intérêt pour vous, pour les dîners en ville, mais non, mais c'est qu'on ne sait rien et qu'on va parler pour rien dire, donc ça sert à rien de parler pour rien dire. Alors parlons peut-être de surtout Martine Aubry. Pour faire des dépêches AFP pour rien dire. Benoît Hamon, on peut parler de Martine Aubry, ça c'est une personne concrète qui a fait une annonce concrète. Ce mardi, c'est une candidature de devoir selon vous?
Devoir, si je dis devoir, ça voudra dire, je connais le débat, c'est qu'elle n'a pas envie et patati et patata. Je connais guère de personnes qui aillent à l'élection présidentielle sans avoir envie d'être président de la République, hein, mais puisque ce débat existe. Mais le devoir, c'est surtout d'en finir avec le sarkozysme. Et finir avec la gesticulation, finir avec l'agitation, finir avec l'inconstance, en finir avec le service, la priorité aux intérêts particuliers. En disant cela, le pire est que je ne suis même pas caricatural. C'est que c'est hélas la réalité perçue par les Français. Voilà, donc et ça suppose un projet et beaucoup de constance et de cohérence. Et je crois qu'elle a cette constance, cette cohérence. Ce qui ne veut pas dire que les autres candidats aux primaires n'en ont pas. En tout cas, elle a pour elle que ce soit immédiatement perceptible dans ses choix et ses paroles. Vous êtes, ça n'est pas un secret, un soutien de Martine Aubry, un soutien fervent. Il y a des ralliements cette semaine qui se sont faits vers François Hollande, notamment Gérard Collomb ou Pierre Moscovici. Ce sont des ralliements qui vous inquiètent, ce sont des poids lourds quand même. Oui, ce sont des poids lourds, mais ça dépend ce qu'on entend par lourd, mais... Poids moyen. Non, mais je veux dire, il y a des poids lourds partout. C'est pas un congrès du Parti Socialiste. Ce qui importera, c'est de convaincre les Français, parce que c'est les Français qui votent, là, ce ne sont pas les militants socialistes de la section du 4e arrondissement de Lyon, ou de Montbéliard, ou même de Trappes, où je suis. Mais si chacun cherche des ralliements... Mais ça peut ressembler à un congrès, non, finalement? Mais parce qu'il faut bien que les uns et les autres s'expriment et disent leurs préférences, et disent pourquoi, quel type de projet ils défendent, quel type d'ambition ils ont en termes de rénovation de la démocratie. Je pense évidemment à la question du cumul des mandats, je pense à quelle idée ils ont de la transition écologique, oui ou non, s'engage-t-on, ce que moi je souhaite, vers une réduction de la dépendance du nucléaire, mais avec des choix politiques, des choix industriels, des investissements qui soient consentis pour qu'on ait un modèle énergétique beaucoup plus sobre. Est-ce qu'au lendemain de notre élection, la priorité, ce sera de savoir comment on plaît aux agences de notation ou comment on répond aux problèmes des Français? Ces questions-là ne sont posées par les Français. Vous savez, moi, quand je travaille, on me demande, mais attendez, est-ce que c'est bien sérieux d'annoncer que vous voulez une politique qui soit une politique de soutien au pouvoir d'achat? Vous allez avoir les marchés financiers qui vont vous dire non. Mais à ce moment-là, si notre politique est faite en fonction des marchés financiers, autant rendre les clés de la démocratie, tout simplement. Pourquoi faudrait-il consulter les Français? Les Français ne vont pas nous demander de faire plaisir aux agences de notation. Ils vont nous dire, moi j'ai un problème de loyer. J'ai un problème de revenus disponibles. J'ai un problème d'éducation de mes mômes. Qui décideront, non, les pas sympathisants. Les sympathisants et les citoyens. Mais là, qui je participent. peux vous assurer que les gens qui vont venir, ça va même bien au-delà de ce que nous voyons. Une dernière question, Benoît Hamon, là-dessus. Tout Français peut venir voter, même Jean-François Copé. Vous restez porte-parole, c'est confirmé. Alors, fonction... Mais s'il n'a jamais été sérieusement envisagé que je ne le sois plus. Ah, Ségolène Royal porte un peu la polémique. Fonction dite difficilement compatible avec porte-parole. Vous avez observé qu'elle... Avec le soutien de Martine Aubry. Non, mais c'est... Là encore, une parole, puis ensuite il y a une réunion où les personnes concernées, Ségolène Royal, Martine Aubry, les autres dirigeants socialistes dans le conseil politique se sont retrouvés. Mais vous lui avez répondu quoi? Mais non, mais que cette question ne se posait pas. Mais pourquoi? Parce qu'on peut être... Il manquerait plus que ceux qui sont engagés dans le fait de défendre le Parti socialiste, ses propositions, n'aient pas d'avis sur les primaires. Moi, j'exprime un avis, ça ne veut pas dire pour autant que je dénigre qui que ce soit d'autre. Et j'ai pu exprimer un avis. Ce qui serait curieux, c'est que la seule personne qui n'ait pas d'avis, ce soit le porte-parole du Parti Socialiste. Harlem Désir, il a un avis aussi. Il vient de prendre l'intérim, il va assurer le fonctionnement, mais il a aussi un avis, que tout le monde connaît. On a tous un avis. Il ne manquerait plus qu'au... Donc ça veut dire que vous ne serez pas un porte-parole neutre? Mais si je suis dans ma fonction de porte-parole, je défends le projet socialiste. Mais alors, je vais vous prendre les élections présidentielles. Vous n'allez pas demander au président de la République sortante de démissionner parce qu'il n'est pas neutre dans la gestion de l'État. Vous lui demanderiez de démissionner? Le Premier ministre, il devra démissionner pendant la campagne du président de la République s'il se représente? Non mais c'est une curiosité. La neutralité, ça voudrait dire que je n'ai plus d'avis. Ça fait 3 ans que j'ai pris en charge, alors que ce n'était pas à la mode à l'époque, l'opposition à Nicolas Sarkozy, que j'ai débattu avec tous les ministres, à un moment où certains en étaient presque à complimenter parfois un certain nombre d'initiatives du gouvernement. Et maintenant, à la fin, au moment où il faut en découdre, j'aurais pas d'avis. Bon, vous restez Si j'ai un avis, parce que j'ai un petit peu d'expérience maintenant de ce qu'est l'opposition à Nicolas Sarkozy pour savoir, à mon avis,
quel peut être le bon choix ou la bonne formule pour le battre. Voilà. Alors, on va passer du côté de l'UMP, justement. Le week-end dernier, l'UMP avait concentré ses tirs sur le candidat Hollande. François Fillon, notamment, avait brocardé la présidence normale, incompatible avec la fonction. Eh bien, la candidature Aubry a également inspiré les députés de la majorité. Extrait. Pour l'instant, sa campagne, pour l'instant, son comportement, on a l'impression que c'est une candidate qui y va par défaut depuis la défection de DSK. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est-à-dire qu'elle se prononce au dernier moment. On sent qu'elle n'a pas envie et je pense que dans la campagne présidentielle, ça risque d'être très préjudiciable si jamais elle passe le cap des primaires. Vous savez, c'est une femme qui sait ce qu'il veut, qui est bien calée sur ses pattes. Cela étant, c'est une adversaire politique car elle a fait un certain nombre de conneries. Elle va demander aux Français sur les 35 heures si ça leur a rapporté beaucoup. Un petit résumé des attaques qu'il y aura pendant cette campagne. Mais je préfère ce que dit Miard à ce que dit Tardy, hein, parce que Miard, il a combat sur le fond. Non, mais il a combat sur le fond. Et, sur les 35 heures. Miard, il est contre les 35 heures. Il les a pas remis en cause, puisque ils ont mis, en tout cas, ils n'ont pas remis en cause la durée légale. Ils ont fait les défiscalisations des heures supplémentaires, mais n'ont jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout de leurs convictions. Mais au moins, c'est plus intéressant que ce petit numéro fait à partir des éléments de langage. Ça augure quand même de la campagne. À l'Élysée sur oui, c'est une candidate par défaut et blablabla. Manque d'envie et dogmatique finalement, hein, c'est les deux mots qui reviendront. Oui, mais ça, vous savez, dogmatique sur les 35 heures notamment. Vous savez, ça s'appelle l'air du temps. Et l'air du temps, c'est la petite musique sifflotée par l'Élysée. Et Kundera disait l'air du temps, c'est le destin des feuilles mortes. Je pense que Nicolas Sarkozy, à force d'être dans l'air du temps, aura lui aussi le destin des feuilles mortes. Il y a cette campagne d'affiches et de tracts de l'UMP, primaire PS égale fichage politique. C'est une campagne qui s'annonce dure. C'est le ton de la campagne, Benoît Hamon. C'est le style de la droite actuelle, en tout cas d'une partie de ceux qui dirigent la droite actuelle. Je ne pense pas que tous les dirigeants de l'UMP soient sur ce créneau-là. Mais en tout cas, c'est le ton voulu par François Fillon, Nicolas Sarkozy et Copé, c'est-à-dire un ton très agressif, mais qui a un intérêt. Je ne répondrai pas du tac au tac. Si on répondra quand on se trouvera ça, on a répondu par les règles, on a répondu par le fait que la CNIL nous avait donné son accord, que le ministre de l'Intérieur avait dit que nos primaires étaient légales. Donc on répond. En même temps, c'est parfois très violent. Le fichage, ça renvoie quand même à des choses très précises et c'est pas un joli mot. Et donc bon, bah écoutez, on fait avec la droite qu'on a, hein, mais le problème c'est que les Français aussi font avec cette droite-là et que dans leur vie, ça se traduit par davantage aujourd'hui de difficultés. Hélas. Allez, mardi toujours, Nicolas Sarkozy organise un joli coup médiatique alors que le PS peaufine son affrontement des primaires. Le président part en visite pour la première fois sur les terres de son Premier ministre dans la Sarthe. 4 ans qu'il se partage la tête de l'exécutif, jamais il ne s'était autant apprécié. L'amour dans le pré, un sujet d'Anaïs Goubet. Battre la campagne pour occuper le terrain et pas n'importe quelle campagne. Nicolas Sarkozy a choisi la terre de son Premier ministre, la Sarthe, fief de François Fillon, jamais encore visité par le président depuis 2007. Les deux hommes arrivent ensemble en hélicoptère, visitent une entreprise fleurissante de la région. Oh là, que c'est beau. Objectif, montrer que le couple exécutif est plus soudé que jamais à moins d'1 an de la présidentielle. J'ai l'honneur depuis 4 ans de conduire le gouvernement de la France sous votre autorité. J'essaye de le faire du mieux que je le peux. J'essaye de ne pas vous décevoir. On en a affronté des difficultés, mais ce fut toujours pour moi un grand soutien que de pouvoir compter sur le Conseil et sur le sens de l'État de François Fillon. Après les compliments, Nicolas Sarkozy passe au sujet du jour, la sécurité alimentaire, sa façon à lui de commenter les primaires socialistes. Il y a tellement de choses importantes dans l'actualité. Moi, je pense qu'au contraire, nous sommes, avec François Fillon, dans la vraie actualité des Français. Peuvent-ils avoir confiance dans ce qu'ils achètent pour se nourrir? La vraie actualité des Français, entendez, loin des préoccupations internes du Parti socialiste. Le jour du coup d'envoi des primaires, Nicolas Sarkozy a voulu lui aussi capter sa part de lumière en montrant l'image d'un tandem exécutif stable, au travail, sur le terrain et au contact des Français. Bon, Benoît Hamon, vous avez saisi le message à l'UMP, on s'entend bien, on travaille, on parle des vraies préoccupations des Français.
Pas comme ailleurs. Je suis sûr que tout le monde a été convaincu. Bon, Moi mardi- aussi, je suis baba. Et vous dites aussi qu'il a changé, il est plus cool, c'est ça? Non, mais c'est ce qu'on nous dit. Moi, je ne suis qu'un simple spectateur de ce qu'est la communication élyséenne. On nous dit qu'il est plus serein, plus cool. Donc, écoutez, moi, je suis très heureux qu'on soit dirigé au bout de 4 ans et demi, 4 ans, par un président plus cool. Bon, on continue la semaine. Mardi toujours, elle espérait être nommée ce jour pour faire un peu d'ombre à Martine Aubry. C'est chose faite. Christine Lagarde remplace Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Fière de son bilan de ministre de l'économie, elle passe au rang de chef d'État et ne cachait pas son émotion au moment de son annonce devant l'Assemblée nationale. Écoutez. Je voudrais tout simplement partager avec tous nos concitoyens, avec les Français, la fierté qui est la mienne, la fierté de toutes les femmes aussi à travers moi, de prendre une fonction importante. Et je voudrais simplement vous dire qu'ici, pour moi, bat le cœur de la République et que le mien bat pour vous. Benoît Hamon, Christine Lagarde à la tête du FMI, c'est un moment d'unité nationale, une victoire diplomatique? Qu'une Française puisse reprendre la place d'un Français? Bah non. Non, c'est pas le sujet. Honnêtement, on peut la trouver parfaitement respectable et moi chaque fois que j'ai débattu avec Madame Lagarde, trouvé une femme de conviction respectable. Donc c'est pas son caractère qui est en cause, ses qualités. Je n'oublie pas qu'il y a une procédure dans la Cour de justice de la République, et avec un réquisitoire du Monsieur Nadal qui était particulièrement clair pour rappeler qu'à plusieurs moments de la procédure dans l'affaire Tapie, jugé qu'il y avait une volonté de Madame Lagarde peut-être de favoriser M. Tapie. Donc cette procédure demeure, elle n'est pas totalement éteinte. Elle n'a pas dissuadé. Voilà, et ensuite, après, il y a les convictions de Madame Lagarde. Moi, on peut reconnaître les qualités d'une femme et en même temps être en total désaccord avec la stratégie qui a été la sienne, qui a consisté au bout du compte à croire et à continuer à croire que les marchés financiers représentaient une forme d'optimum en matière d'allocation du capital et donc un optimum économique et qu'il fallait les laisser fonctionner le mieux possible, sans entrave, etc., etc. Bref, c'est une libérale. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de régulation. Et je ne crois pas quel est le profil politique adéquat pour diriger le FMI. En même temps, je vais vous dire, on ne veut pas non plus faire une trop grosse affaire de tout cela. Si on vous demandait quel était le nom du patron du FMI avant Dominique Strauss-Kahn, pas grand monde qui s'en rappellerait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on pense que désormais c'est une sorte de chef d'État que d'être le patron du FMI. C'est le directeur général, il travaille avec les représentants des États. Oui, mais il y a eu la crise en même temps et c'est là où on a vu l'action du FMI. Il y a un renforcement. Oui. On est d'accord, il y a un renforcement du rôle du FMI, il a une dotation qui est beaucoup plus importante. Cela étant dit, le directeur général du FMI, tout aussi talentueux soit-il, il travaille sous l'autorité des représentants des États. Et ce sont les États qui décident. Et en l'occurrence, l'État qui dispose de la minorité de blocage au Conseil d'administration du Fonds monétaire international, je le rappelle, le seul, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et c'est donc le Trésor américain qui a une influence considérable sur les choix du Fonds monétaire international. C'est historique. Vous nous dites par là que le bilan de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI n'est pas si impressionnant. Non, vous voyez que comme vous êtes. Je vous dis pas ça. Je vous dis juste qu'il faut toujours relativiser. Et Dominique Strauss-Kahn le faisait lui-même. C'est pour ça que je le fais assez sereinement. Relativiser ce qu'est la place et le rôle du directeur général du FMI. Il ne peut pas endosser, heureusement pour lui d'ailleurs, toute la responsabilité dans les choix qui sont faits. Il y a une doctrine au FMI qui précédait bien, qui est très ancienne, notamment en termes de politique d'ajustement structurel, de conditionnement des prêts. Il y a ensuite un conseil d'administration, des États qui pèsent dans ces conseils d'administration et qui déterminent les grands choix politiques. Le directeur général, il est là pour mettre en musique, organiser les négociations, il a un rôle important. Dominique Strauss-Kahn avait, par exemple, favorisé la voie des pays émergents. Vous pensez que ce sont des acquis sur lesquels Christine Lagarde pourrait revenir ou c'est impossible. Une politique totalement différente. D'abord, il faut savoir que le poids dans le conseil d'administration du Fonds monétaire international est lié au votre poids économique. C'est $1, one voice. En clair, en gros, plus vous êtes lourd économiquement, plus vous pesez. Donc il y a une révision régulièrement de ce qu'on appelle les quotes-parts et des droits de vote au sein du conseil d'administration du Fonds monétaire international, qui est aussi le résultat de la montée en puissance d'économies comme la Chine, le Brésil ou l'Inde. Donc c'est de toute façon une voie indispensable et une voie qu'il a tracée. Il a eu raison de le faire. Après, ce que seront les orientations données par Madame Lagarde, je ne le sais pas, mais
comment vous dire, moi, Ses premiers mots étaient vers la Grèce. Pour elle, si elle doit en être très heureuse. Après, pour les Français, pour les Européens, pour les pays qui sont en crise en ce moment, comme la Grèce, une bonne nouvelle. Ses premiers mots ont été envers la Grèce, qui connaît évidemment une grande crise. Envers les marchés grecs ou envers les citoyens grecs? C'est la question. Voilà, j'attends de voir, moi, ce qu'il en sera. Je pense que, en tout cas en Europe, on fait la pire des politiques qui soit, c'est-à-dire l'austérité partout en même temps. Or, le problème des Européens, c'est que l'essentiel de leur commerce, ils le font entre eux. On ne va pas rentrer dans ce débat maintenant, mais... Oui, on a le choix. Bien sûr qu'on a le choix. C'est ça qui est même tragique. Pourquoi est-ce que les gens votent plus? C'est qu'on n'arrête pas de leur répéter qu'on n'a pas le choix. Et qu'en économie, il n'y aura plus qu'une seule politique économique possible. On ne sait pas d'où ça tombe, si on sait bien qu'il y a intérêt à cela, mais c'est pas possible. Comme c'était pas possible de continuer à dire que pour la retraite, il n'y a qu'une seule voie possible, qui est qu'on travaille plus. Non, il y a plusieurs voies possibles. La question est de savoir qu'est-ce qu'on alloue comme moyen à chaque politique. Or aujourd'hui, il y a clairement un débat budgétaire devant nous, un débat sur la dette devant nous, un débat sur les stratégies économiques devant nous. Et il aura lieu d'ailleurs pendant les primaires, mais il y aura lieu surtout pendant l'élection présidentielle. Allez, mercredi, puisque Christine Lagarde s'en va, remaniement obligatoire au gouvernement. Il faut donc trouver un remplacement pour Christine Lagarde à Bercy. C'est l'heure du remaniement. On pensait la chose entendue, mais ce remaniement a tourné à la lutte entre les quadras du gouvernement, entre petits chantages, petites trahisons entre amis. Le feuilleton a duré toute la journée. Et finalement, le duel a tourné envers François Baroin. Les explications tout de suite dans ce sujet. Le grand gagnant, c'est lui. Après une bataille acharnée, François Baroin obtient ce qu'il voulait. Il remplace Christine Lagarde à Bercy, devient ministre de l'économie et des finances et quitte son poste de porte-parole du gouvernement. Une belle promotion pour cet ancien chiracien qui ce matin déjà, avant l'annonce officielle, affichait un large sourire plein de sous-entendus. Mais ce qui vous concerne pas, pourquoi vous avez fini là? Vous n'êtes plus porte-parole là maintenant? Pourquoi? Ce matin, Bruno Le Maire, lui, quitte rapidement la cour de l'Elysée après le Conseil des ministres. Bercy, le ministre de l'Agriculture y a cru jusqu'au bout. Hier, il faisait partie du déplacement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon dans la Sarthe et semblait tenir la corde. Mais François Baroin n'a pas dit son dernier mot et met sa démission dans la balance. C'est Bercy ou rien. L'Elysée et Matignon tranchent, ce sera Bercy. Cette nomination sonne le glas d'une amitié entre les deux hommes qui jusqu'ici affichaient leur complicité. Déçu, Bruno Le Maire refuse le budget et garde son poste à l'agriculture. C'est Valérie Pécresse qui remplacera François Baroin au ministère du Budget et au porte-parole. Celle qui a mené la réforme de l'université cède sa place à Laurent Wauquiez, qui devient donc ministre de l'Enseignement supérieur. Benoît Hamon, ça vous inspire cette guerre des quadras, l'UMP? Ça peut arriver aussi, la guerre des quadras au Parti Socialiste, non? Bon, ça va mieux de ce côté-là, mais... c'est le remaniement peut-être qui vous inspire peut-être un peu plus. Non, mais moi j'ai rien contre les individus, je les connais pas bien en même temps, mais ils me paraissent... je connais pas bien François Baroin, Le Maire non plus. En même temps, ça va pas changer grand-chose. Donc, bon, voilà, qu'il y ait des ambitions, que ça se chamaille à droite. On va pas faire semblant de découvrir que Bertrand déteste Copé, qu'il déteste Bertrand, qu'il déteste... Bon, bref, mais ça, c'est la vie. En même temps, je me sens pas bien placé pour faire la leçon, parce qu'au PS, on n'a pas non plus toujours été dans le passé exemplaire. Ça va mieux, mais comme on n'est jamais... impossible qu'il y ait des rechutes, donc voilà. Donc l'essentiel, c'est de savoir à quoi ça a servi ce remaniement. On a compris. Alors du coup, David Douillet inaugure un, on va le dire quand secrétariat d'État aux Français de l'étranger. Alors ça vous inspire un peu plus peut-être? Ça m'inspire. Je comprends bien qu'il y a une réforme des institutions qui veut qu'il y a 9 circonscriptions, désormais 9 députés, qu'il y a des électeurs, qu'il y a... écoutez, près d'1 million de voix en jeu pour les futures présidentielles. Il sera bien que David Douillet ait expliqué aux binationaux ce qu'étaient les projets ou ce que sont les projets de l'UMP qui veulent interdire la binationalité ou en tout cas le restreindre considérablement, parce que pour l'essentiel, beaucoup des Français, pas pour l'essentiel, mais beaucoup de Français de l'étranger sont des binationaux et sont attachés au fait d'avoir la double nationalité. Donc on voit bien que dans ce qui a été l'obsession identitaire de la droite qui continue à courir après Madame Le Pen,
on pourrait remettre en cause le principe de la binationalité. Donc peut-être que David Douillet ira éclairer les choix du gouvernement. En tout cas, sur ce sujet, il va avoir quelques difficultés à convaincre nos compatriotes présents à l'étranger. Ce serait une sorte de tournée de séduction qu'il va devoir faire dans les mois qui viennent. Je crois que c'est un peu l'objectif du président de la République, mais qui va nous expliquer qu'il s'intéresse à la sécurité alimentaire, qu'il n'est pas du tout intéressé par les primaires, alors qu'il a passé son temps à vouloir expliquer par le biais de Copé-Guéant que tout ça c'était du fichage, et qu'il ne s'intéresse pas du tout à travers ce remaniement et en faisant des prises chez les centristes aux élections. Il y a deux centristes qui sont rentrés au gouvernement. Mais en même temps, je ne peux pas lui reprocher de s'intéresser à sa propre réélection. Ce qui est fatigant, c'est qu'il joue les hypocrites en disant qu'il s'intéresse à toute autre chose qu'à ça. Du jour où il a été élu, on a compris que à la fois Nicolas Sarkozy prenait du plaisir à gouverner et jouissait du pouvoir au point que ça se voit beaucoup et qu'il avait envie d'en jouir longtemps. Et la question c'est est-ce que les Français sont maintenant, une fois qu'ils ont vu ce que ça donnait, le sarkozysme, est-ce qu'ils ont envie de lui faire à nouveau ce plaisir? On verra. Je ne crois pas. Je ne l'espère pas non plus. Allez, mercredi, toujours, chacun apprend à sa façon la libération des 2 otages français en Afghanistan. Pour les députés, c'est Bernard Accoyer qui leur annonce la nouvelle en pleine séance de questions au gouvernement. Céline Bittner. Il est 15h30 quand Bernard Accoyer prend subitement la parole en pleine séance de questions au gouvernement. Les 2 journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, seraient libérés. L'ovation dure plusieurs secondes, des applaudissements soutenus. À droite et à gauche, les élus sont visiblement émus, souriants, soulagés de cette nouvelle. Bernard Accoyer est le premier à évoquer la libération d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, mais parle encore au conditionnel. Il faut attendre quelques minutes et le communiqué officiel de l'Élysée pour que cette fois François Fillon intervienne dans l'hémicycle. Je veux vous confirmer que depuis quelques heures, nos 2 otages français en Afghanistan sont entre les mains des forces françaises sur la base de Tagart. Nos 2 otages sont en bonne santé et ils seront dans quelques heures sur le sol français. Dans les couloirs de l'Assemblée, l'intervention de François Fillon est suivie de près par les journalistes, mais aussi par cet homme, le député de Marc-en-Barœul, la ville d'Hervé Guéquière. Il tente de joindre la maman de l'ex-otage, 84 ans. Madame Guéquière a été étonnante. Moi, j'ai toujours été certain que son fils serait libéré et en bonne santé, parce que c'est quelqu'un qui a une force de caractère absolument étonnante. Et je me suis dit, si son fils est comme la maman, il va s'en sortir. Je suis très très heureux pour lui et très heureux pour mon pays. Ministre, députés, candidats à la présidentielle, tous manifestent très rapidement leur joie après cette annonce. La libération des 2 otages comme une parenthèse politique qui, à l'Assemblée, a même éclipsé pour un temps le remaniement ministériel. Alors cette réjouissance collective, l'Assemblée qui fait du bien à voir de temps en temps. Au-delà, donc, il y a eu quelques, non pas polémiques, mais quelques questions. Par exemple, faudrait-il en savoir plus sur les conditions de leur libération, à votre avis? Rançon, libération de chefs talibans, ou on s'arrête là? Écoutez, on a d'autres otages qui sont encore détenus, probablement au Mali. Écoutez, moi j'attends du gouvernement et des services de l'État, et ils ont agi. Il faut saluer tous ceux qui ont permis cette libération. Qu'ils obtiennent la libération de ceux qui restent, et je resterai à ce commentaire à cette étape. Parce que moi, je suis à la fois très heureux pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière. J'ai regardé les images hier qui étaient très émouvantes. Ils ont aussi rappelé le rôle des journalistes était de faire leur travail et d'aller chercher l'information. Aussi redit. Ils ont pris trop de risques, à votre avis? Non, je pense pas. Donc la polémique, je pense qu'ils l'ont dit. Pas qu'elle était malvenue, mais je pense que d'ailleurs ceux qui ont enclenché cette polémique se taisent aujourd'hui. C'était Claude Guéant, à l'époque, qui avait parlé d'imprudence. Et donc je crois que aujourd'hui on n'entend pas beaucoup sur ce point-là, mais il a raison. Et puis après, voilà, je pense aux autres otages, et donc
Voilà, c'est pas une tâche facile que celle du... Non, mais que celle des services du Quai d'Orsay, c'est pas nos services de renseignement. Voilà, il y a un travail qui paraît difficile de commenter, puisque je n'en connais pas le détail et qui a besoin d'être un minimum discret. Oui. D'accord, on va passer au jeudi. On reparle des primaires, mais pas les vôtres. En ce jeudi, donc, premier grand débat, dernier d'ailleurs, d'entre-deux tours chez les écologistes. Face à face, il n'en reste plus que deux. Donc, Eva Joly face à Nicolas Hulot. Un débat qui a failli ne pas avoir lieu, car Eva Joly a manqué de peu la veille la majorité absolue dès le premier tour, 49,7% des voix. Débat plus apaisé en ce jeudi soir. Julie Hulin. Difficile de croire que les militants pourront y voir plus clair ce soir. Bien loin des précédentes rivalités, Nicolas Hulot a débuté le débat en le plaçant sous le signe du rassemblement. Je m'étais préparé pour combattre beaucoup de choses. Mais très sincèrement, je ne me suis pas préparé et je n'ai pas du tout envie de combattre Eva Joly, comme je n'ai pas eu envie de combattre qui que ce soit dans les candidats et les candidates. Je voudrais dire combien l'unité maintenant est importante. Je pense qu'il y a eu un temps pour se différencier, pour permettre aux militants de se déterminer. Ce temps-là est passé. Dès lors, le débat a très vite tourné à une mise en scène commune de tous les grands combats d'Europe Écologie, sortie du nucléaire, réforme de la fiscalité, innovation. À coups de hochements de tête et d'applaudissements mutuels, rien n'est venu les opposer sur le fond. Leurs attaques n'ont finalement été menées que contre le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est la peine que l'État subventionne Dassault pour vendre des Rafales? Est-ce que c'est la peine de construire un nouvel aéroport aux portes de Nantes? Est-ce que c'est la peine de construire un nouveau grand stade en banlieue lyonnaise alors qu'il y a déjà un stade? Nous n'allons pas jouer au petit minime remaniement ministériel. Je crois que Nicolas Sarkozy est à son 11e remaniement et ça donne une image assez lamentable et nous n'allons pas nous engager dans ce jeu-là. Unis et rassemblés, c'est le nous qui a donc primé lors de ce débat. La seule différence, l'opposition entre ces deux personnages. Un Nicolas Hulot toujours aussi détendu et combatif face à une Eva Joly plus en retrait et accrochée à ses fiches. C'est pourtant elle qui a séduit les militants écologistes et pris l'avantage. Pour l'instant, le second tour débute ce soir. Résultat, le 12 juillet. C'est un score qui vous a surpris pour Eva Joly. Il n'avait pas été prévu par les sondages à ce point. Mais parce que c'est impossible de sonder le vote de 30 000 personnes dont vous ne savez pas faire un échantillon. Donc on sonde pas les mêmes collèges électoraux. Donc quand un sondage est fait, il est fait auprès de l'opinion. Mais l'opinion, c'est pas les militants verts, c'est pas les 30 000. Donc ça n'avait pas beaucoup de valeur. Ce qui veut dire que pour vos sondages à vous, c'est la même chose. C'est très difficile différent de sonder dans le une sens où nous, ce sont tous les Français qui sont appelés à voter. C'est comme oui, si c'était la primaire, c'est comme une oui, mais comme une élection. Il y a la moitié du corps électoral, si ce n'est pas parfois 60% du corps électoral qui ne se déplace pas. Donc c'est très différent de ce qui s'est passé là, où c'était les adhérents des Verts. Donc par ailleurs, la primaire est très ouverte. Et la nôtre. Donc, mais comparons pas ce qui n'est pas comparable et sans du tout vouloir injurier ce qui est la qualité du processus initié par les Verts, qui était un processus démocratique, mais réservé pour l'essentiel à leurs adhérents et à leurs très proches sympathisants. Là, nous disons, on fait des bureaux de vote, quiconque a une carte électorale peut venir. C'est quand même totalement différent, puisque c'est tout le collège électoral français qui est appelé à voter aux primaires. Pour en venir à Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce qui, à votre avis, explique que les militants acceptent aussi peu cette candidature de Nicolas Hulot? On le sent dans leur meeting. Il y a eu, je crois, une forte campagne sur ce qu'a été la trajectoire précédente de Nicolas Hulot, le fait qu'il était un animateur sur TF1, que ça a pesé sur son erreur aussi quand il a parlé des centristes, d'une alliance possible avec Jean-Louis Borloo. Cette ouverture possible sur le centre, qui était sans doute maladroite, surtout que les Verts sont quand même inscrits dans des combats à gauche maintenant depuis de nombreuses années. Après, moi je ne jette pas la pierre. Il intégrait un jeu politique qui est un jeu dont les règles sont parfois quand même dures, et il faut le dire, et pas moins dures chez les écolos qu'elles le sont ailleurs. Et donc, voilà. Vous voyez continuer le combat si jamais il devait perdre ses primaires? Vous l'espérez? Oui, j'espère. Moi, je le connaissais pas. J'avais peut-être même quelques a priori, je vais vous dire, sur
le bonhomme. Et ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et de l'engagement qu'il a mis dans cette campagne me donne envie qu'il reste un acteur engagé et du combat de l'écologie, ce qu'il restera, peu importe d'ailleurs ce que j'en pense, j'imagine, mais du combat de la gauche, même s'il perd cette primaire. Voilà, je pense qu'il doit continuer, je souhaite qu'il continue. Daniel Cohn-Bendit affirme dans une interview au journal Libération que le score de la présidentielle d'Europe Écologie Les Verts n'aurait finalement aucune importance. Bref, il est très sceptique, encore une fois, sur une candidature d'un candidat pour l'élection présidentielle venant d'Europe Écologie. Vous-même, vous êtes pour une candidature verte ou pas ? Toujours, est-ce qu'il faut maintenir cette candidature ? Écoutez, moi je pense que l'écologie politique, elle a une existence. Ce sont vos alliés, on le répète. Oui, et indépendamment de nous. Et qu'elle a vocation à exister, y compris dans l'élection présidentielle, qui est quand même la principale élection. On est content, on n'est pas content, mais la principale élection dans la vie démocratique française. Donc aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de raisons qui justifieraient que cette parole-là soit absente. Alors, je comprends la logique qui voudrait que pour s'assurer que la gauche soit au second tour, ça pourrait passer par une négociation préalable entre les écologistes et les socialistes sur un nombre de circonscriptions pour les législatives, un programme commun qui amènerait à une candidature unique. Je crois que c'est la logique défendue par Daniel Cohn-Bendit. En même temps, ça n'est pas celle défendue par la direction des écologistes, et je respecte donc le point de vue de la direction des écologistes. Cette direction est animée par Cécile Duflot, et qui a été confirmée dans son rôle avec un très beau score lors de leur dernier congrès. Elle est la voix de l'écologie politique, et elle soutient, comme je me crois une très grande majorité des sympathisants et des militants écologistes, le principe d'une candidature. Donc voilà. Donc tout se passe bien avec vos alliés, les Verts, tout les se passe négociations. bien, ça n'empêche pas qu'on discute, qu'on n'a pas d'accord sur tout, sinon on ferait le même parti d'ailleurs. Mais sinon, donc on peut avoir des discussions âpres parfois, mais ça se passe effectivement très bien. Et moi je suis content de la qualité de relation qu'on a. C'est aussi parce qu'il y a des changements de génération chez eux, que ça chez vous aussi également. depuis quelques années des changements de génération au Parti Socialiste, et ce changement de génération qui se manifeste aussi dans le contenu des projets. L'approche que nous avons, que ma génération a, que j'ai, des questions liées à l'écologie en général, à la transition énergétique, au choix de politique industrielle qu'il faudra faire, sont aussi marquées de ce saut de génération qui existe dans... Tout autre chose, Benoît Hamon, c'est l'image de cette fin de semaine que je vous propose de voir tout de suite. Eh bien, c'est Nicolas Sarkozy qui était en déplacement dans le Lot-et-Garonne, qui a été agrippé, vous le voyez sur ces images, par le col, par un homme qui l'a violemment agressé. Benoît Hamon, vous voyez ces images. L'homme a été interpellé dans la foulée, placé en garde à vue. Il sera jugé ce vendredi. Il a déclaré qu'il avait en fait un ras-le-bol général. C'est la première fois, finalement, qu'un président de la République est agressé à ce point-là. Vous changez qu'il y a quelque chose qui a changé en France? D'abord, c'est choquant que quelqu'un veuille frapper le président de la République. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. La violence physique est inacceptable. Elle est inacceptable. Je rappelle que le président de la République avait été, lui, victime ou l'objet d'une tentative avortée d'attentat avec un tir le 14 juillet. Ce qui veut donc dire que les plus hauts responsables politiques sont toujours exposés à la violence. Ce qui est certain, c'est que la société française est aujourd'hui sans doute plus violente qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et il y a des responsabilités économiques à tout ça, mais il y a aussi des responsabilités sociales, politiques. Et voilà. Mais en même temps, en disant cela, je dis une évidence, mais rien ne justifie qu'on veuille frapper ainsi le président de la République, ni qui que ce soit d'ailleurs, pour une opinion ou pour une autre, mais pas le président de la République en l'occurrence. Bon, mais c'est bien que, heureusement, que c'était pas autre chose et qu'il n'était pas armé, le monsieur en question. Merci beaucoup. Hamon, c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Et nous, on se retrouve, Mickaël, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.